Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour ce mois de l'imaginaire avec une vidéo que j'avais très envie de vous faire. J'avais envie de vous présenter une collection d'une maison d'édition pour voilà, un peu élargir le spectre sur cette chaîne. C'est une collection que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. J'avais acheté en occasion, je crois, un de ses livres, j'étais tombée dessus. Et je me suis dit, bah, vas-y, lance-toi, sachant que c'est une collection assez particulière, du fait que ce sont des nouvelles, un genre que j'apprécie de plus en plus. J'ai été des années à penser que j'appréciais pas le format de la nouvelle, mais en fait oui. Donc voilà, on peut toujours changer d'avis. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la collection 1 heure lumière de l'éditeur Le Bélial. Donc c'est une collection qui a 8 ans, je crois, qui se particularise par le fait de publier des nouvelles, des novellas d'auteurs, surtout d'auteurs étrangers, d'auteurs en général connus, qui ont déjà écrit d'autres textes. C'est une maison d'édition qui, donc ça appartient à la maison d'édition du Bélial, qui est assez connue dans le paysage de l'imaginaire français, et qui se particularise par une charte graphique très particulière. On va retrouver ces fonds gris avec ce type d'illustration. Ce sont des nouvelles qui sont plutôt orientées science-fiction en général, ça c'est ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire la personne qui me les a vendues à Hypermonde, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai axé sur des choses qui n'étaient pas forcément de la SF, parce que c'est pas ce que je lis le plus. Mais je vais vous parler de mes petites lectures et je vais vous présenter un petit peu plus la collection 1 heure lumière. Je peux déjà dire, après avoir lu ces livres, que ça a été plutôt des très bonnes découvertes. Ce sont des livres de qualité, voilà, qui sont avec des couvertures à rabat, souvent avec des petites illustrations comme ceci en en-tête et un texte qui est écrit de façon, une mise en page plutôt agréable. C'est assez écrit gros selon mes critères de goût, mais qui plaît à la majorité des lecteurs. Le papier est de bonne qualité. La plupart, je pense, sont imprimés en France parce que tous ceux que j'ai sont imprimés en France, donc on soutient ce genre d'initiative. Ce sont des petits formats, c'est du livre de poche, donc ou un tout petit peu plus grand que du livre de poche, et qui ont une esthétique particulière, qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais au moins la charte graphique a l'avantage d'être assez marquée et sympathique. On est souvent aux alentours d'une centaine de pages, et ça peut monter, là j'en avais entre 100 et 170. Et pour l'achat de plusieurs livres, vous avez le droit à un petit hors-série avec une nouvelle et le catalogue qui est présenté juste après. Le seul bémol que je donnerais à cette collection, c'est qu'elle est assez chère. Alors, c'est produit en France, j'ai une maison d'édition qui fait en France, donc je comprends très bien les normes de prix. On est sur du 10-12 € pour des formats poche qui n'ont pas beaucoup de pages. On est sur à peine des pages, voilà. Ça fait moins de 200 pages. Pour 10 balles, tu peux avoir des poches qui en font 900. Donc voilà, pour les gens qui sont des petits rats, c'est une donnée à prendre en compte. Mais vous soutenez des ouvrages qui sont faits dans du papier de qualité. Et je peux pas juger la traduction, mais je n'ai pas vu de faute ou ce genre de choses. Donc plutôt de très bonne qualité. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai découverts. Alors moi j'ai découvert cette collection parce que le Bélial, j'avais déjà lu des choses chez eux en grand format, mais j'avais découvert il y a quelques années avec 20 vues du Mont Fuji par Yoko Sai de Robert Zelazny, qui a écrit Les Princes d'Ambre et que je n'ai jamais lu, et ça fait partie des objectifs. Donc une vue sur le Japon, alors c'est très flou. Mais à mon sens, je crois que je l'ai lu il y a au moins 3-4 ans maintenant. Ça, pour moi ça me paraît très lointain comme lecture. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter dans l'ordre de lecture les livres que j'ai découverts. Alors, il y a des livres que j'ai beaucoup aimés. Il y en a un qui m'a rebuté de fou, je me suis forcée à lire jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est vraiment le genre de maison d'édition et c'est l'avantage de ces nouvelles-ci, c'est de tester des auteurs qui vont peut-être écrire dans d'autres genres et vous savoir si la plume vous plaît. Découvrir des auteurs de l'imaginaire, souvent, ont du succès par exemple sur des romans plus longs. Donc voilà, c'est aussi une maison d'édition qui permet de faire découvrir. Il y a pas mal de prix qui ont été donnés aux ouvrages que je vais vous présenter, qu'en général ce sont des ouvrages qui sont primés ou d'auteurs connus. Le premier que j'ai commencé, j'ai pas pu attendre, c'est le Ken Liu, parce que moi j'aime bien Ken Liu, qui est un auteur de fantasy chinoise, qui a écrit de la silk punk, et Ken Liu, dans toutes les saveurs, qui a été une très bonne lecture, nous livre un portrait sur 2 temporalités. On suit au début une petite fille qui vit aux États-Unis, c'est dans l'Oregon si je dis pas de bêtises, avec sa famille. On apprend très vite que son père et sa mère ont déménagé, qu'ils ont fondé
une autre vie, ils ont un autre nom, voilà. Et elle a des voisins qui s'installent à côté de chez elle, qui sont des mineurs chinois. Pas mineurs dans le sens pas qui ont moins de 18 ans, mais mineurs parce qu'ils travaillent dans les mines, et qui va être assez fasciné par ces hommes, et notamment l'un d'entre eux qui est titanesque, et par l'appât de la nourriture qu'il cuisine, va les suivre et être confrontée à un crime, et donc elle va un peu se lier d'amitié avec eux. Et en parallèle, donc le personnage assez étrange du texte va raconter l'histoire de Guan Yu, qui est le dieu de la guerre. Et je vous laisse découvrir les liens qu'il pourrait y avoir entre les personnages. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée parce que déjà mon Guan Yu c'est très bien écrit, mais surtout les thématiques qui sont abordées sont hyper touchantes. Moi j'ai bien aimé le renversement entre deux temporalités où on fait des liens entre histoire chinoise, mythologie et on va dire départ pour les Amériques. Ça parle de la situation des Chinois dans l'Ouest américain qui ont été très très maltraités à une certaine époque. On parle de racisme, de rejet, de jugement, et là on parle aussi d'acceptation avec un personnage particulier dans le texte, mais c'est une petite fille qui va se retrouver confrontée à une culture dont elle ignore tout. Et ce qui est intéressant, c'est que historiquement parlant, le livre se base sur le fait que, par exemple, dans certains États de l'Ouest américain, on fête beaucoup le Nouvel An parce que la population chinoise, même si elle n'avait pas de droit, même si elle était méjugée, a été assez présente et a été marquante dans les communautés. C'est un texte qui va parler de racisme, d'injustice et de culture et d'immigration et d'histoire. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, le tout aussi en passant par le côté culinaire, en passant par des personnages qui sont hyper attachants et en même temps avec une culture tellement différente que la petite fille se retrouve confrontée forcément à des chocs culturels qui la mettent mal à l'aise. Et c'est vrai qu'en même temps, quand tu as cette histoire ancienne et les liens et ce personnage mystérieux qui est vraiment bien fait, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle d'injustice dans le texte. C'est des nouvelles donc je peux pas vous en dire trop, mais ça a été une très très belle découverte. Donc voilà, moi je suis rentrée dans cette heure-lumière en mode waouh, c'est de la très bonne qualité, c'est engagé, il y a un côté mystérieux, un côté mystique un peu dans le texte, il y a de l'historique. Et ensuite, je suis allée sur un autre texte qui a sans doute été, je pense, mon préféré de tous, qui est donc Le Dernier des Aînés, de Adrian Tchaikovsky, donc qui est un auteur que j'ai dans ma palle, qui est un texte qui mélange science-fiction et fantasy. En fait, on suit une jeune fille qui est la troisième fille d'une grande famille royale, qui voit un démon arriver dans son monde. Il y a une maladie qui surgit, et suite à l'impact qui a été lié avec un sorcier, une sorte de mage, elle va se rendre chez ce sorcier pour lui réclamer de l'aide. Sauf que ce sorcier, c'est pas forcément un sorcier. Ce sorcier, et on le sait tout de suite dans le roman, parce que c'est un roman à deux points de vue, son point de vue à elle et son point de vue à lui. C'est un colon qui a très très longtemps, qui observe les populations, c'est un anthropologue, et qui ne doit pas se mêler de la vie des créatures qu'il suit. Lui, c'est un humain, on va dire, bien plus évolué, et qui va le faire, et ça va bouleverser son point de vue sur ces sociétés-ci. C'est un texte qui mélange fantaisie et science de manière extrêmement bien faite. J'ai adoré le mélange entre les deux. Ça se voit aussi avec le décalage de la langue, par exemple. Donc on parle de ce monde d'imaginaire, parce que ça fait un peu fantaisie dans tout ce qui est décrit, le mythe de la princesse, du démon et tout, mais avec un côté beaucoup plus scientifique. Et par exemple, la manière dont il parle, le sorcier de l'histoire, l'aîné, donc lui, il est vu comme une figure centenaire, alors qu'en fait, il se met juste dans des espèces de biophase pour s'endormir et donc vivre plus longtemps, va essayer de parler. Et en fait, il y a même des troubles avec la langue, parce qu'en fait, ce qu'il dit va être réinterprété par ces peuples-ci autrement, et donc ce qui fait que tout ce qui est un peu scientifique va être vu de manière magique, et même s'il a beau essayer, c'est très compliqué. L'histoire, elle est assez sympa pour une novella, et surtout il y a un world building qui est déjà construit. Le bouquin fait 170 pages, mais il y a déjà un petit univers avec différents pays, du voyage, on pose les choses et tout. Alors, bien sûr, c'est très rapide, mais vraiment, c'est un texte que j'ai trouvé très original, et la fin, tout le texte m'a convaincu. La plume est plutôt simple mais intéressante, et moi j'ai bien aimé le travail sur la langue, sur la réception du langage, et surtout sur la place du mensonge, la non-intervention, la place du scientifique
dans l'humanité. Et là, ça me fait des parallèles, tu sais, avec tous ces scientifiques qui observent les animaux et qui ne doivent pas intervenir, même si c'est extrêmement difficile parce que la nature est cruelle, quoi. Et là, eux, les scientifiques ne doivent intervenir que quand il y a une force qui n'est pas une force naturelle, voilà. Et ça mélange science et imaginaire de façon hyper intéressante. Et franchement, j'ai adoré ma lecture. Ça a été vraiment, je pense, la meilleure que j'ai fait. Et donc j'étais bien partie en me disant oh trop chouette, tout me plaît pour l'instant, je pense que voilà, je rentre bien vraiment vraiment très très bien dans cet univers. Et je décide de lire ensuite Un an dans la ville rue, qui était le texte qui m'intéressait le plus. Et c'était sympa, il faut dire ce qui est, c'était pas une lecture désagréable, mais c'est un principe assez simple où le monde en fait n'est visible que dans une seule rue, il n'y a rien au-delà de cette rue, voilà, une rue à l'infini, et on suit un jeune auteur qui galère un petit peu, qui va se retrouver, qui a un père qui est malade, un père qui a très peur, c'est un monde très riche et très what the fuck, mais... soit c'est emmené au paradis, soit t'es emmené en enfer via des espèces de créatures. Et lui, il a un traumatisme et tout. Donc il a ce père malade. Lui, il essaye de faire carrière et il se retrouve un peu comment dire, mal jugé parce qu'il écrit des genres de fiction. Voilà. Et en même temps, il a son meilleur ami qui est lié à une femme qui se plonge dans les drogues. Donc ça va l'amener dans des aventures. C'est un texte en fait il y a plein de thématiques, il y a vraiment beaucoup de thématiques, mais il y en a peut-être un peu trop, et c'est un peu brouillon parce qu'en fait on savait pas, genre à un moment on parle du statut d'auteur et tout, on dénonce, on parle de la fantaisie, la place de l'imaginaire, et ensuite on va parler des drogues, et ensuite on va parler d'un voyage ou de la relation, donc avec les femmes et tout, donc c'était un peu, en fait c'était un peu trop, il y a plein de choses, et j'avais pas l'impression qu'il y avait un film narratif particulier qu'on devait suivre, c'est quand même ce qui est intéressant dans le principe de la nouvelle. J'ai été un peu plus réticente par la représentation des femmes dans le récit. C'est une question qu'on va reposer ensuite après, hein, parce qu'il y a vraiment un texte qui ça m'a assez rebuté, où il y a une hypersexualisation et voilà. Bon, par rapport à ce que j'ai lu après, ça va, mais j'étais un peu voilà, mis mal à l'aise avec ça, et le côté en fait ville, rue et tout, je pensais que ça allait être un peu plus travaillé au niveau du world building, mais non, c'est l'histoire de ce mec en fait qui veut faire carrière, qui a tout pour réussir, et il y a des choses qui vont se passer où c'est un peu inquiétant pour lui et pour la suite de la société. Après, le portrait de femme avec qui il est, c'est une femme badass et tout, mais c'est vrai que voilà, les femmes sont quand même reléguées souvent à des images d'objets, voilà, d'objets pour le plaisir, ou de femmes totalement en détresse psychologique, et ça manquait de développement sur l'univers, et voilà, moi j'avais envie de suivre cette ville rue, et le personnage n'est pas forcément un personnage particulièrement intéressant, mais la réflexion sur la place de l'imaginaire, la place des auteurs, et voilà, ça c'est intéressant dans le texte. Je me suis décidée en plus de lire le petit hors-série, hein, qui est donc un hors-série qu'on t'offre à chaque fois que tu achètes un certain nombre de textes. Donc à l'intérieur, il y avait une petite nouvelle d'une 60aine de pages de Rich Larson, qui est un auteur qui a notamment écrit Ymir, que vous avez peut-être déjà vu passer en librairie. Et ensuite, vous avez le catalogue. Ce texte n'a pas été désagréable à lire. Alors, c'était très court, 60 pages, mais c'est une quête de vengeance. En fait, alors, elle s'appelle, je ne sais plus le nom, parce que c'est un nom à coucher dehors, c'est une histoire de calamar et tout. Comment Queenie le calamar a égaré son clobucar en Espagne, si je dis pas de bêtises, hein, Catalogne. Et on a donc un personnage qui cherche vengeance vis-à-vis de Queenie le calamar, et c'est un peu un monde... cyberpunk d'une certaine manière, parce que les humains sont transformés, ils ont des puces, la nana qui les débouche pour faire un casse, elle a un dard dans la langue qui permet d'empoisonner les hommes, et il y a un autre personnage aussi qui est assez important, et on fait face donc à une quête de vengeance tout simple, avec voilà, un personnage qui est capable de mentir et tout. Ça se veut un petit peu, pas effrayant, mais un petit peu gore parfois, voilà, même si ça va pas jusqu'au bout, mais... Voilà, mais c'était trop court. Pour le coup, c'est juste une quête et tout, d'un mec qui veut juste se venger et qui est prêt à tous les mensonges pour convaincre son public de procéder à cette vengeance. Il y a le côté un peu,
comme je disais, cyberpunk et tout, sur le langage, où ils ont des traducteurs et tout, c'est assez intéressant. Et cette figure de Queenie le Calamar, qui est un véritable gangster, qui a toute la main mise, parce qu'en fait, il y a toute une image, parce que c'est un calamar, mais de personne qui a les bras longs un peu partout. Voilà, il est dans la mafia, mais sur tous les secteurs. Donc voilà, l'image est assez cool, et il y avait une ambiance assez décontractée, assez parfois un petit peu drôle et tout. Et pour le coup, sympa, mais sans plus. Par contre, ça m'a donné envie de découvrir Ymir, parce que je l'avais noté dans ma liste à lire, qui a l'air très très bien. Et enfin, alors ça me déçoit un peu de conclure sur cette note un peu déceptive, parce que franchement, cette lecture, j'ai voulu l'arrêter au moins 4 fois. J'ai été très très mal à l'aise. Pas que l'histoire est inintéressante, mais on me l'a pas vendue comme ça, et en fait, je suis très mal à l'aise par le portrait des femmes dans le texte. C'est vraiment catastrophique. C'est de Lucius Shepard, donc le livre est corné de ma vie. Alors, on sait très très vite que le personnage principal est un connard, hein, voilà. Mais ça n'empêche pas que ça m'a profondément dégoûté, que ça m'a poussé à plusieurs reprises à vouloir me détacher du texte. On suit un auteur de fantasy qui a fait carrière, qui a très très bien marché. Qui un jour, alors on commence en plus sur Amazon, qui cherche des trucs sur Amazon, donc j'étais en mode ouais bon, ça va pas forcément me convaincre dès le début. Et en fait, quand il fait ça, il tape son nom et tout, il se rend compte qu'il y a un mec qui a écrit un livre qui s'appelle La forêt au thé, je crois, et qui a le même nom que lui. Donc il commande le livre parce qu'il trouve ça bizarre, il le lit, il trouve ça extraordinaire. Et il se rend compte que l'auteur, en fait, il est né à la même époque que lui, la même année, dans le même hôpital. Donc, il comprend pas trop. Il part faire le même voyage que cet auteur-ci. Voilà, c'est-à-dire aller dans le Mékong, faire la descente et se livrer au plaisir charnel avec de nombreuses femmes, alors qu'il est déjà avec une femme et tout. Et s'ensuit un voyage où il va voir potentiellement des gens, voilà, un peu dans la brume, ce genre de choses. Je ne vais pas vous dire exactement, parce que sinon ça gâche un peu le plaisir de lecture, mais c'est une figure assez intéressante. Et donc c'est un texte qui parle du statut d'auteur, voilà, d'auteur qui se questionne. Alors il y a beaucoup de choses, de textes sur ses éditeurs, et voilà, mais d'auteurs de fiction, alors que lui il voulait écrire de la grande littérature, machin, avec de grands guillemets, mais qu'il a connu le succès, qu'il a écouté tout le monde pour vendre, mais qu'il a abandonné, on va dire, le côté muse de son écriture, voilà, le côté vraiment littéraire de sa quête. Et donc il part, il cherche des nanas avec qui se reproduire sur ce bateau, et en fait le texte à 70% parle de fesses, vraiment, et descriptif. Et en fait, au-delà de ça, vous savez que moi c'est pas trop mon délire, hein, j'étais pas là pour lire ça. Et surtout la façon dont les femmes, parce que le mec est un gros miso, hein, dans le texte, ils en parlent à la fin et tout. Il y a quand même une micro-dénonciation, mais quand le personnage féminin avec qui il l'appelle machin, je sais plus comment elle s'appelle, sa femme elle s'appelle Kim, mais l'autre je sais plus, Lucie, un truc comme ça, la S-A-L-O-P-E. Pendant le texte, je suis en mode ok, d'accord. C'est une femme qui a addict aux opiacés, et qui, lui, va avoir des rapports avec elle alors qu'elle est sous opiacés. Donc niveau consentement, moi ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Il est violent avec elle, voilà, c'est vraiment assez dégradant. Et il y a des scènes, en fait, ça parle que de fesses, de faire ça à plusieurs avec une autre nana, et en fait de soumission et tout. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de lire, et donc j'étais en mode je sais pas du tout mon délire. Alors bien sûr, le portrait, on voit à la fin que c'est un connard, voilà. Ça, on s'en était rendu compte dès le début, mais en fait, pour son œuvre, il est prêt à faire tous les trucs, et il devient de pire en pire au fur et à mesure. En plus, alors, l'auteur est l'auteur, pas l'auteur lui, hein, l'auteur dans le texte. Il y a tout un truc sur je trouve, de bien blanc, qui a sa vision de colonisateur et tout. Je pense que c'est voulu, mais en fait c'est très très désagréable à la lecture, ça me gêne un petit peu. Et j'avais l'impression de lire un texte où le prétexte était de parler un petit peu de fantaisie et d'auteur pour mettre de la fesse et de dégrader les personnages. Pour le coup, j'aurais bien aimé qu'on me prévienne que ça parlait autant de cul. Les personnages féminins, en fait, ce qui est drôle, c'est que elle vit à travers la vision de l'homme, tu vois, dans le texte, il a hyper sexualisé tout, mais la façon dont elle est écrite, je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas lu un personnage féminin
où il y avait autant de mal gaze et du genre elle est tellement pas crédible, du genre vraiment les persos féminins sont tellement pas crédibles dans le texte que t'es en mode voilà, bon, ça passe plus trop aujourd'hui, hein. L'auteur est décédé, il me semble, hein, depuis 2014, hein, donc voilà, c'est une autre époque, mais ça a assez mal vieilli, et ça met en... C'est malheureux parce qu'en fait, le principe est cool, l'histoire, hormis ça, est assez sympa, et ça gâche un peu le... On aurait pu étendre beaucoup plus de choses sur le mystère, sur la tension du texte. T'as une idée innovante parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, un petit peu comme idée avec la SF et tout, mais ça a un côté un peu fantastique parce qu'il n'y a pas... C'est vraiment le fantastique un peu classique où il y a un élément perturbateur qui arrive dans un monde, on va dire, réel, et où l'auteur... sans spoiler, va se demander qui il est et dans quelle version du monde il est, ou qu'est-ce qui se passe, quoi, pour le coup. Donc voilà, c'est plutôt une bonne réussite en globalité, mis à part ce dernier tome. Et c'est une collection que je continuerai à lire. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez lu déjà des livres de 1 heure lumière, ce que vous en avez pensé, ce que vous conseillez. Pour le coup, je sais qu'ils ont beaucoup de choix en science-fiction pour les gens que ça intéresse, mais j'avais envie de mettre en avant une maison d'édition française qui publie des auteurs étrangers dans le format de la nouvelle, et des auteurs, voilà, avec des variétés d'histoires très très différentes. Et je pense qu'après, c'est un peu en mode... on aime ou on n'aime pas l'histoire, le thème et ce genre de choses, mais ce sont en plus des très bons livres de qualité. Donc pour le coup, ça me fait... Je suis contente de ma découverte, et puis la prochaine fois que je verrai le Bélial en salon, je pense que je m'en procurerai d'autres pour tester d'autres auteurs, ou du moins j'ai vu que Ken Liu avait écrit d'autres choses chez eux, donc voir un petit peu d'autres textes des auteurs que j'ai beaucoup appréciés. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.